Il existe un moment dans la vie où tout semble s'écrouler. Ce n'est pas un événement spectaculaire, pas une catastrophe visible aux yeux du monde. C'est quelque chose de plus insidieux, de plus profond. C'est ce moment où tu te réveilles et tu réalises que tu ne te reconnais plus, que la personne que tu vois dans le miroir n'est qu'une ombre de celle que tu étais censé devenir. Tu as fait des compromis, tu as accepté des choses que tu avais juré de ne jamais tolérer. Tu as laissé les circonstances définir ta valeur. Et voilà où tu te retrouves aujourd'hui, fatigué, épuisé, avec cette sensation sourde que quelque chose d'essentiel a été perdu en chemin. Tu as l'impression d'avoir couru un marathon sans jamais avoir choisi d'y participer. Les gens autour de toi continuent leur vie, semblant savoir exactement où ils vont, pendant que toi, tu es là, immobile, prisonnier d'une existence qui ne te ressemble plus. C'est dans ces moments-là que le monde te teste vraiment. Pas quand tout va bien, pas quand tu es au sommet de ta forme et que tes victoires parlent pour toi, non. Le vrai test arrive quand tu es à genoux, quand tu n'as plus rien à prouver parce que tu as l'impression de ne plus rien avoir à offrir. C'est là que le monde te regarde et attend de voir si tu vas rester à terre ou si tu vas trouver en toi cette étincelle qui refuse de s'éteindre. Tu vois, ce que personne ne te dit, c'est que l'effondrement est souvent nécessaire. On te vend cette idée que la vie devrait être une ascension constante, une trajectoire linéaire vers le succès. Mais la vérité, c'est que les plus grandes transformations naissent toujours des plus grandes destructions. Quand tout ce que tu croyais solide s'effondre, quand tes certitudes se brisent, c'est là que commence le véritable voyage. Parce que tant que tu t'accroches à une version de toi-même qui ne fonctionne plus, tant que tu essaies de maintenir une façade qui se fissure de toutes parts, tu ne peux pas vraiment évoluer. Il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Il faut toucher le fond pour comprendre de quoi tu es vraiment capable. Mais attention, cet effondrement, aussi douloureux soit-il, n'est pas une condamnation. C'est une opportunité déguisée en crise. C'est le moment où tu peux faire un choix. Tu peux décider de rester là, dans ce trou sombre, à te plaindre de l'injustice du monde. Ou tu peux décider que ce moment, aussi brutal soit-il, sera le point de départ de quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que la plupart des gens restent coincés dans la première phase. Ils s'installent dans leur souffrance. Ils se construisent une identité autour de leurs échecs, de leurs blessures, de leurs déceptions. Ils deviennent cette personne qui a été brisée par la vie et ils s'accrochent à cette étiquette comme si c'était tout ce qui leur restait. Mais toi, tu n'es pas la plupart des gens. Si tu es là, si tu es en train de lire ces mots, c'est parce qu'une partie de toi refuse de se résigner. Une partie de toi sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend, quelque chose qui mérite que tu te battes, même si tu ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit. L'effondrement silencieux dont je te parle, ce n'est pas juste un moment de faiblesse, c'est le signal que quelque chose doit changer, que tu ne peux plus continuer comme avant, que le chemin que tu as emprunté jusqu'ici ne mène nulle part où tu veux vraiment aller. Et c'est terrifiant, parce que ça signifie qu'il va falloir abandonner ce qui est familier, même si c'est confortable dans sa médiocrité. Tu sais ce qui est intéressant avec ces moments d'effondrement? C'est qu'ils révèlent qui tu es vraiment. Quand tout est arraché, quand il ne reste plus que toi face à toi-même, tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus jouer un rôle. Tu es confronté à la vérité nue de ton existence et cette vérité est souvent difficile à accepter. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes. Cette vérité, aussi dure soit-elle, est ton plus grand atout. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes vraiment où tu en es, à partir du moment où tu arrêtes de te raconter des histoires, tu peux commencer à construire quelque chose de solide. Tu peux commencer à bâtir une vie qui repose sur des fondations réelles, pas sur des illusions. Le courage dont je te parle dans ce titre, ce n'est pas le courage des héros de cinéma. Ce n'est pas un courage spectaculaire qui attire les applaudissements. C'est un courage silencieux, quotidien, obstiné. C'est le courage de te lever chaque matin même quand tu n'en as pas envie. C'est le courage de continuer à avancer même quand tu ne vois pas le bout du chemin.
C'est le courage de croire en quelque chose de plus grand que ta douleur présente. Et ce courage, il ne vient pas de nulle part, il ne tombe pas du ciel. Il se construit jour après jour, choix après choix. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu renforces ce muscle. Chaque fois que tu choisis de te battre plutôt que de te résigner, tu deviens un peu plus fort. Chaque fois que tu choisis de rester debout malgré tout, tu prouves au monde et à toi-même que tu es capable de bien plus que ce que tu croyais. Alors oui, peut-être que tu es dans ce moment d'effondrement en ce moment même. Peut-être que tu as l'impression que tout est foutu, que tu as raté ta chance, que c'est trop tard pour toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est jamais trop tard. Tant que tu respires, tant que tu as encore cette capacité de choisir, tu as le pouvoir de tout changer. L'effondrement silencieux n'est que le prélude. C'est le premier acte d'une histoire qui peut devenir extraordinaire si tu décides de l'écrire différemment. La question n'est pas de savoir si tu es tombé. Tout le monde tombe. La question est de savoir ce que tu vas faire maintenant que tu es là, au sol. Est-ce que tu vas attendre que quelqu'un vienne te sauver? Ou est-ce que tu vas trouver en toi la force de te relever par toi-même? Partie 2. Le poids des regards. Tu sais ce qui rend l'effondrement encore plus difficile? Ce n'est pas seulement ta propre douleur, c'est le poids des regards des autres. Ces regards qui te jugent, qui te comparent, qui te rappellent constamment que tu n'es pas à la hauteur de leurs attentes. Ces regards qui te disent que tu devrais avoir réussi à ton âge, que tu devrais avoir accompli plus, que tu devrais être quelqu'un d'autre. On vit dans une société obsédée par l'image, par les apparences, par cette course permanente à prouver notre valeur aux yeux du monde. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène de manière exponentielle. Partout où tu regardes, il y a quelqu'un qui semble avoir une vie meilleure que la tienne. Quelqu'un qui réussit mieux, qui gagne plus, qui voyage plus, qui a une relation parfaite, un corps parfait, une vie parfaite. Et toi, tu te retrouves là, avec tes imperfections, tes échecs, tes doutes. Tu te compares sans arrêt à ces versions édulcorées de la réalité que les autres présentent. Et chaque comparaison est une petite mort. Chaque fois que tu regardes ce que les autres accomplissent pendant que tu stagnes, tu te sens un peu plus petit, un peu plus insignifiant. Le problème, c'est que tu as fini par internaliser ces regards. Tu as fini par les transformer en voix dans ta tête. Ces voix qui te répètent que tu n'es pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez discipliné, pas assez audacieux. Ces voix qui te rappellent tous tes échecs passés, toutes les fois où tu as essayé et échoué, toutes les promesses que tu t'es faites et que tu n'as pas tenues. Et petit à petit, ces voix deviennent ta réalité. Tu commences à croire que c'est vrai, que tu es vraiment ce que ces regards et ces voix disent de toi. Tu commences à te comporter en fonction de cette identité limitée que le monde t'a assignée. Tu baisses tes ambitions, tu réduis tes rêves, tu acceptes une vie qui ne te correspond pas parce que tu es convaincu que c'est tout ce que tu mérites. Mais voilà ce que tu dois comprendre. Ces regards, ces opinions, ces jugements, ils ne définissent pas qui tu es. Ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ils ne connaissent pas tes batailles invisibles, tes combats silencieux, les monstres que tu affrontes chaque jour dans ta propre tête. Ils ne savent rien de ta force réelle, parce que la vraie force ne se mesure pas à ce que tu montres au monde, mais à ce que tu surmontes en privé. Tu vois, le monde veut te voir à genoux parce que ça le rassure. Quand tu échoues, quand tu es vulnérable, quand tu montres tes faiblesses, ça permet aux autres de se sentir mieux par rapport à leurs propres limites. Ta chute valide leurs propres peurs. Si toi tu n'as pas réussi, alors peut-être que c'est normal que eux non plus n'y arrivent pas. Tu deviens la preuve vivante qu'il est acceptable de ne pas se battre, de ne pas essayer, de rester dans sa zone de inconfort. Mais quand tu te lèves, quand tu refuses d'accepter le verdict que le monde a prononcé sur toi, quand tu continues à avancer malgré tous les obstacles, tu deviens dangereux. Tu deviens une menace pour toutes ces croyances limitantes que les gens se sont construites. Tu deviens la preuve que c'est possible. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas le supporter. C'est pour ça que le monde va essayer de te garder à genoux,
pas forcément de manière consciente ou malveillante, mais à travers 1000 petites façons subtiles, à travers les doutes qu'on va semer dans ton esprit, à travers les conseils bien intentionnés qui te rappellent de rester réaliste, à travers les statistiques et les probabilités qui te disent que les chances sont contre toi, à travers toutes ces voix qui te suggèrent qu'il vaudrait mieux que tu acceptes ta situation et que tu arrêtes de te faire souffrir en espérant quelque chose de différent. Et c'est là que tu dois faire le choix le plus important de ta vie. Est-ce que tu vas écouter ces voix? Est-ce que tu vas laisser le poids de ces regards définir ta trajectoire? Ou est-ce que tu vas trouver en toi le courage de tracer ton propre chemin, même si ça signifie marcher seul pendant un moment? Parce que voilà la vérité, tu ne peux pas plaire à tout le monde et rester fidèle à toi-même en même temps. Tu ne peux pas vivre selon les attentes des autres et accomplir ton propre destin. À un moment donné, tu vas devoir choisir. Et ce choix va déterminer le reste de ta vie. Le courage de rester debout quand le monde veut te voir à genoux, ça commence par refuser de laisser les opinions des autres avoir plus de pouvoir sur ta vie que ta propre vision. Ça commence par comprendre que leur approbation n'est pas nécessaire pour que tu avances, que leur compréhension n'est pas requise pour que tu réalises ce pourquoi tu es fait. Tu sais ce qui est libérateur dans cette prise de conscience? C'est que tu réalises que tu as beaucoup plus de contrôle que tu ne le pensais. Tout ce temps, tu as donné ton pouvoir aux autres. Tu as laissé leur validation déterminer ta valeur. Tu as laissé leurs doutes influencer tes décisions. Mais à partir du moment où tu décides de reprendre ce pouvoir, où tu décides que ta vie t'appartient vraiment, tout change. Ça ne veut pas dire que ça devient facile. Ça ne veut pas dire que les regards et les jugements cessent soudainement d'exister. Ils seront toujours là, mais ils perdent leur pouvoir sur toi. Ils deviennent du bruit de fond plutôt que la bande-son de ta vie. Tu apprends à les entendre sans les écouter, à les reconnaître sans les intégrer. Et tu sais ce qui se passe quand tu commences à vivre ainsi? Quand tu arrêtes de te plier aux attentes du monde et que tu commences à suivre ta propre voie, tu découvres qui tu es vraiment. Tu découvres ce dont tu es vraiment capable. Tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais même pas. Parce que cette force, elle a toujours été là. Elle n'attend que d'être libérée. Elle n'attend que tu lui donnes la permission de s'exprimer. Mais tant que tu es prisonnier du regard des autres, tant que tu vis ta vie en fonction de ce qu'ils pensent ou pourraient penser, cette force reste endormie. Le poids des regards, c'est le test le plus difficile. Parce qu'il est constant, parce qu'il vient de toutes les directions, parce qu'il est subtil et insidieux. Mais c'est aussi le test qui, une fois surmonté, te libère d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Alors arrête de te demander ce que les autres pensent, arrête de mesurer ta valeur à l'aune de leur approbation. Arrête de vivre comme si ta vie était un spectacle destiné à les impressionner. Ta vie n'est pas un spectacle, c'est ton voyage. Et la seule personne qui doit être fière de la direction que tu prends, c'est toi. Partie 3. La solitude du guerrier. Il y a une solitude particulière qui accompagne le choix de rester debout quand le monde veut te voir à genoux. C'est une solitude que peu de gens comprennent parce que peu de gens font ce choix. La plupart préfèrent se fondre dans la masse, suivre le courant, accepter ce que la vie leur donne sans trop résister. C'est plus confortable ainsi, c'est plus sûr. Mais toi, tu as fait un choix différent. Tu as décidé de te battre, de ne pas accepter le verdict, de créer quelque chose de différent pour ta vie. Et ce choix, aussi noble soit-il, aussi nécessaire soit-il, vient avec un prix, la solitude. Parce que quand tu commences à changer, quand tu commences à évoluer au-delà de ce que tu étais, tu ne rentres plus dans les cases où les gens t'avaient rangé. Les relations qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus de la même manière. Les conversations qui te satisfaisaient avant te semblent maintenant superficielles. Les ambitions qui te semblaient raisonnables avant te paraissent maintenant limitées. Et les gens autour de toi le sentent. Ils sentent ce changement, cette transformation. Et souvent, ça les met mal à l'aise,
Pas parce qu'ils te veulent du mal, mais parce que ton évolution leur rappelle leur propre stagnation. Ton courage met en lumière leur peur. Ta détermination souligne leur résignation. Alors, progressivement, tu te retrouves seul. Pas nécessairement physiquement, mais émotionnellement. Tu te retrouves à marcher un chemin que personne dans ton entourage immédiat ne comprend vraiment. Tu te retrouves à porter des rêves que personne ne partage. Tu te retrouves à affronter des batailles que personne ne voit. Cette solitude, elle peut être écrasante. Il y a des moments où tu te demandes si ça en vaut vraiment la peine. Des moments où tu regardes en arrière, vers cette vie confortable que tu as quittée, et tu es tenté de faire demi-tour. Des moments où tu voudrais juste que quelqu'un comprenne vraiment ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu essaies d'accomplir. Mais voilà ce que tu dois comprendre. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une nécessité. C'est dans ces moments de solitude que se forge la vraie force. C'est quand tu n'as personne sur qui t'appuyer que tu découvres la solidité de tes propres fondations. C'est quand tu dois compter uniquement sur toi-même que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. Tu vois, il y a une différence fondamentale entre l'isolement et la solitude. L'isolement, c'est se sentir coupé du monde, abandonné, sans connexion. C'est destructeur. Mais la solitude, la vraie solitude, c'est différent. C'est un espace sacré où tu peux te connecter avec toi-même d'une manière qui n'est pas possible quand tu es constamment entouré de distractions et d'opinions extérieures. C'est dans la solitude que tu entends vraiment ta propre voix, pas celle de tes parents, pas celle de la société, pas celle de tes peurs conditionnées. Ta vraie voix, celle qui sait ce que tu veux vraiment, ce qui compte vraiment pour toi, ce pour quoi tu es vraiment fait. C'est dans la solitude que tu peux faire le tri, séparer ce qui est vraiment toi de ce qui t'a été imposé. Identifier tes vraies valeurs au lieu de suivre celles que tu as héritées par défaut. Définir tes propres critères de succès au lieu d'adopter ceux que le monde te vend. Et c'est dans la solitude que tu développes la résilience. Parce que quand tu traverses des épreuves seul, quand tu surmontes des obstacles sans aide extérieure, tu construis une confiance en toi qui est inébranlable. Tu n'as plus besoin de la validation constante des autres parce que tu sais de manière viscérale de quoi tu es capable. Le guerrier dont je parle, ce n'est pas quelqu'un qui cherche le combat. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prouver quelque chose aux autres. C'est quelqu'un qui a compris que la vie est un combat, que personne ne va le combattre à sa place, et qui a accepté cette responsabilité avec courage et dignité. Ce guerrier, il ne porte pas d'armure étincelante, il n'a pas d'épée magique, il n'a que sa détermination, sa discipline et son refus absolu d'abandonner. Il se lève chaque matin et il fait ce qui doit être fait, même quand c'est difficile, même quand c'est douloureux, même quand personne ne regarde. Et oui, il est souvent seul, parce que peu de gens sont prêts à payer ce prix. Peu de gens sont prêts à renoncer au confort de la conformité pour la liberté de l'authenticité. Peu de gens sont prêts à endurer l'inconfort du changement pour la récompense de la transformation. Mais voilà ce que tu dois savoir. Cette solitude est intemporaire. Elle fait partie du voyage, mais ce n'est pas la destination. Parce qu'en cheminant, en évoluant, en devenant qui tu es vraiment censé être, tu vas attirer des gens qui vibrent à la même fréquence. Tu vas construire de nouvelles connexions, plus profondes, plus authentiques, avec des personnes qui comprennent vraiment ton parcours, parce qu'elles sont, elles aussi, sur leur propre chemin de transformation. En attendant, embrasse cette solitude. Ne la fuis pas, ne la crains pas. Utilise-la. Laisse-la t'enseigner ce qu'elle a à t'enseigner. Laisse-la te fortifier, laisse-la te clarifier. Parce que c'est dans ces moments de solitude que tu vas découvrir des vérités sur toi-même que tu ne pourrais découvrir d'aucune autre manière. La solitude du guerrier n'est pas un fardeau à porter avec résignation. C'est un privilège à embrasser avec gratitude. Parce qu'elle signifie que tu as fait un choix que peu de gens ont le courage de faire. Elle signifie que tu as décidé de vivre ta vie selon tes propres termes, même si c'est plus difficile ainsi. Et dans cette solitude, tu n'es pas vraiment seul.
Tu es avec la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Et tu apprends à développer une relation avec cette personne qui est plus forte, plus profonde, plus vraie que n'importe quelle relation externe pourrait jamais l'être. Alors marche fièrement dans cette solitude. Laisse-la te sculpter, laisse-la te purifier, laisse-la te transformer en la version la plus puissante de toi-même. Parce que de l'autre côté de cette solitude, il y a une force et une clarté que le monde ne peut pas te donner, que personne ne peut te donner, que tu ne peux obtenir que par toi-même. Partie 4. Les cicatrices invisibles. Tu portes des cicatrices que personne ne voit, des blessures qui ne se manifestent pas par des marques physiques, mais qui sont gravées profondément dans ton âme. Ces cicatrices racontent l'histoire de toutes les fois où tu as été rejeté, de toutes les fois où on t'a dit que tu n'étais pas assez, de toutes les fois où tu as échoué et où cet échec t'a défini pendant des mois, voire des années. Ces cicatrices invisibles, elles ont un poids que tu transportes partout avec toi, même si personne d'autre ne peut le voir. Elles influencent la façon dont tu te perçois, elles colorent tes décisions, elles limitent ce que tu crois possible pour toi-même. Elles sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent prisonnier d'un passé que tu ne peux pas changer. Le problème avec ces cicatrices, c'est qu'elles ne guérissent pas naturellement avec le temps. Contrairement aux blessures physiques, les blessures émotionnelles et psychologiques peuvent rester ouvertes pendant des années si tu ne fais pas un travail conscient pour les guérir. Tu peux les ignorer, les enfouir, les nier, mais elles restent là, sous la surface, influençant tout ce que tu fais. Et le monde n'a aucune patience pour ces cicatrices. Le monde s'attend à ce que tu fonctionnes. Normalement, que tu sois productif, que tu réussisses, peu importe ce que tu as vécu. Le monde ne t'accorde pas de délai de grâce parce que tu as été blessé. Il continue de tourner, indifférent à ta douleur, et il attend que tu suives le rythme. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués. Parce qu'ils essaient de courir un marathon avec des blessures non soignées. Ils essaient de construire une vie nouvelle sur les fondations pourries d'un passé non résolu. Ils essaient d'avancer en portant le poids écrasant de tout ce qui s'est mal passé avant. Mais voilà ce que tu dois comprendre. Ces cicatrices ne doivent pas te définir, mais elles font partie de ton histoire. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière et changer les événements qui t'ont blessé, mais tu peux changer la signification que tu leur donnes. Tu peux changer la façon dont tu permets à ces expériences d'influencer ton présent et ton futur. Chaque cicatrice que tu portes est la preuve que tu as survécu, la preuve que tu as traversé quelque chose de difficile et que tu es encore là. Ce n'est pas une marque de faiblesse. C'est un témoignage de force, c'est la preuve physique, même si invisible, de ta résilience. Tu vois la différence entre les gens qui réussissent à se reconstruire et ceux qui restent prisonniers de leur passé, ce n'est pas l'ampleur des blessures. Tout le monde a été blessé, tout le monde porte des cicatrices. La différence, c'est ce qu'ils font avec ces cicatrices. Est-ce qu'ils les utilisent comme excuse pour ne pas essayer ? Ou est-ce qu'il les transforme en motivation pour prouver que le passé ne détermine pas l'avenir? Le courage de rester debout quand le monde veut te voir à genoux, ça inclut le courage de faire face à tes propres blessures, de ne pas les fuir, de ne pas prétendre qu'elles n'existent pas, mais de les regarder en face, de les reconnaître, de les accepter et ensuite de décider consciemment qu'elles ne vont pas dicter le reste de ta vie. C'est un travail difficile. C'est peut-être le travail le plus difficile que tu auras jamais à faire. Parce que ça signifie revisiter des moments douloureux. Ça signifie ressentir des émotions que tu as peut-être passé des années à éviter. Ça signifie être vulnérable avec toi-même d'une manière qui peut être terrifiante. Mais c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas construire une vie authentique et puissante sur des fondations fissurées. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même en ignorant les parties de toi qui ont été blessées. Tu dois intégrer toute ton expérience, y compris les parties difficiles, pour devenir vraiment entier. Et voilà quelque chose d'important.
Guérir ne signifie pas oublier. Guérir ne signifie pas que les cicatrices disparaissent. Guérir signifie que les cicatrices ne sont plus douloureuses au toucher, que tu peux penser à ce qui s'est passé sans être submergé par l'émotion, que tu peux utiliser ces expériences comme source de sagesse plutôt que comme source de souffrance. Tu sais ce qui est puissant dans cette transformation, c'est que tes cicatrices, une fois guéries, peuvent devenir ton plus grand atout. Elles te donnent une profondeur, une empathie, une compréhension que ceux qui n'ont jamais vraiment souffert ne peuvent pas avoir. Elles te donnent une force forgée dans le feu de l'adversité, une force qui ne peut pas être enseignée, seulement gagnée. Les gens qui ont surmonté de vraies épreuves, qui ont transformé leur douleur en puissance, ont une qualité particulière, une gravité, une authenticité. Tu peux le sentir quand tu es en leur présence. Ils ne prétendent pas, ils ne jouent pas de rôle. Ils sont réels parce qu'ils ont été dépouillés de toutes les illusions par leurs expériences. Et c'est ce que tu peux devenir si tu choisis de faire ce travail. Si tu choisis d'affronter tes cicatrices invisibles au lieu de les fuir. Si tu choisis de les intégrer dans ton histoire au lieu de laisser elles écrire ton histoire à ta place. Mais soyons clairs, personne ne peut faire ce travail pour toi. Aucun thérapeute, aucun coach, aucun ami, aussi bienveillant soit-il, ne peut guérir tes blessures à ta place. Ils peuvent t'accompagner, te soutenir, te guider, mais le travail réel, le travail difficile, celui de plonger dans ta propre douleur et d'en ressortir transformé, ça ne peut venir que de toi. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Le courage de rester debout, ce n'est pas juste un courage externe face au monde. C'est aussi un courage interne face à toi-même. C'est le courage de regarder dans le miroir et de voir non seulement qui tu es aujourd'hui, mais aussi toutes les versions blessées de toi qui existent encore quelque part en toi et de leur dire « Je ne vous abandonne pas, je vais vous guérir, je vais nous transformer ». Tes cicatrices invisibles font partie de ce qui te rend unique. Elles font partie de ton histoire, de ton identité. Mais elles ne doivent pas être le dernier chapitre. Elles ne doivent pas être la fin de l'histoire. Elles peuvent être le prélude à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, si tu fais le choix conscient de les transformer. Alors, ne cache pas tes cicatrices. Ne les nie pas. Ne prétends pas qu'elles n'existent pas, mais ne les laisse pas non plus te définir. Reconnais-les, honore-les pour ce qu'elles t'ont appris, et ensuite, utilise-les comme combustible pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus compatissant. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les expériences elles-mêmes qui déterminent qui tu deviens. C'est ce que tu fais avec ces expériences. C'est la signification que tu leur donnes. C'est le choix que tu fais face à la douleur. Est-ce qu'elle va te briser définitivement ou est-ce qu'elle va te forger en quelque chose d'indestructible? Partie 5. L'illusion du timing parfait. Combien de fois t'es-tu dit « Je vais commencer quand? Quand j'aurai plus d'argent? Quand j'aurai plus de temps? Quand les circonstances seront meilleures? Quand je me sentirai prêt? Quand j'aurai acquis plus de compétences? Quand le moment sera plus propice ?» Cette phrase, ce « quand », c'est l'une des plus grandes illusions qui existent. C'est le mensonge le plus confortable que tu puisses te raconter parce qu'il te permet de rester exactement où tu es, tout en te donnant l'impression que tu as l'intention de changer. C'est la procrastination déguisée en sagesse. Parce que voilà la vérité brutale. Le moment parfait n'existe pas. Il n'existera jamais. Il y aura toujours une raison de remettre à plus tard. Il y aura toujours un obstacle, un défi, une excuse valable pour ne pas commencer aujourd'hui. La vie n'est jamais parfaitement alignée. Les étoiles ne s'alignent pas magiquement pour te donner le feu vert. Ceux qui attendent le moment parfait passent leur vie à attendre. Ils regardent les années s'écouler, toujours en train de se préparer, toujours en train de planifier, toujours en train de trouver des raisons pour lesquelles maintenant n'est pas le bon moment. Et un jour, ils se réveillent et ils réalisent que leur vie est passée pendant qu'ils attendaient que les conditions soient idéales. Le courage de rester debout quand le monde veut te voir à genoux, ça signifie aussi le courage de commencer avant d'être prêt.
C'est le courage d'avancer même quand tu as peur. C'est le courage de faire le premier pas même quand tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Tu vois, il y a quelque chose de magique qui se passe quand tu décides de commencer malgré tout. L'univers conspire d'une certaine manière à soutenir ceux qui sont assez courageux pour agir. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une question de momentum, de perception, d'opportunités qui deviennent visibles uniquement quand tu es en mouvement. Quand tu restes immobile, quand tu attends, tu ne vois rien. Tout semble statique, fermé, impossible. Mais dès que tu commences à bouger, même lentement, même maladroitement, des portes s'ouvrent, des connexions se font, des ressources apparaissent, pas parce qu'elles n'existaient pas avant, mais parce que tu n'étais pas dans une position pour les voir ou les saisir. Pense à toutes les personnes qui ont réussi quelque chose de significatif. Crois-tu qu'elles ont attendu le moment parfait? Crois-tu qu'elles avaient tout compris avant de commencer? Non. Elles ont commencé avec ce qu'elles avaient, où elles étaient, avec les compétences limitées qu'elles possédaient à ce moment-là. Et elles ont appris en cours de route. C'est ça la vraie différence entre ceux qui accomplissent leurs rêves et ceux qui passent leur vie à en parler. L'action. Pas l'action parfaite, pas l'action géniale. Juste l'action. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Même quand c'est imparfait, même quand c'est maladroit, même quand ça ne ressemble pas à ce qu'ils avaient imaginé. Et tu sais ce qui est intéressant? Tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Jamais. Même quand tu auras acquis plus de compétences, plus d'expérience, plus de ressources, il y aura toujours cette petite voix qui te dira que tu devrais attendre encore un peu, que tu pourrais te préparer davantage, que tu n'es pas encore tout à fait au niveau. Cette voix, c'est la peur déguisée en prudence, la peur qui se fait passer pour de la sagesse. Mais ce n'est pas de la sagesse. La vraie sagesse, c'est de reconnaître que la peur sera toujours là et de choisir d'agir quand même. Parce que voilà ce que la peur ne te dit pas. Chaque jour que tu attends est un jour perdu, un jour où tu aurais pu apprendre, grandir, progresser, un jour où tu aurais pu te rapprocher de ton objectif. Et ces jours s'accumulent, ils se transforment en semaines, en mois, en années. Tu regardes les gens autour de toi qui semblent avoir leur vie ensemble, qui semblent avoir réussi, et tu te demandes comment ils ont fait. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus talentueux que toi. Ce n'est pas parce qu'ils avaient plus de chance que toi. C'est simplement parce qu'ils ont commencé avant toi. Ils ont arrêté d'attendre et ils sont passés à l'action pendant que tu étais encore en train de te préparer. Et maintenant, tu te retrouves en train de les regarder de loin, en te disant que tu aurais pu être à leur place si seulement tu avais commencé plus tôt, si seulement tu avais été plus courageux. Si seulement tu n'avais pas laissé la peur te paralyser. Mais voilà la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour commencer. Oui, tu as peut-être perdu du temps. Oui, tu aurais peut-être pu être plus avancé si tu avais commencé plus tôt. Mais tu ne peux pas changer le passé. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, dans ce moment présent. Alors arrête d'attendre. Arrête de chercher le moment parfait. Arrête de te dire que tu commenceras. Commence maintenant. Commence avec ce que tu as. Commence même si tu as peur. Commence même si tu ne te sens pas prêt. Commence même si tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Parce que c'est dans l'action que se trouve la clarté. C'est en faisant que tu apprends vraiment. C'est en avançant que tu découvres ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tu ne peux pas le savoir en restant assis à planifier et à analyser indéfiniment. L'illusion du timing parfait, c'est l'un des plus grands pièges de l'existence moderne. C'est ce qui garde les gens coincés dans des vies qu'ils détestent, dans des emplois qui les vident, dans des relations qui ne les nourrissent pas. Ils savent qu'ils devraient changer, ils veulent changer, mais ils attendent le moment parfait pour le faire. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. Les opportunités disparaissent, l'énergie diminue, les rêves s'estompent, et un jour, le regret s'installe. Le regret profond de ne pas avoir essayé quand c'était encore possible,
Ne laisse pas ça t'arriver. Ne laisse pas l'illusion du timing parfait voler ta vie. Le courage de rester debout, c'est aussi le courage de commencer, même quand toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est le courage de faire confiance au processus, de croire que tu vas apprendre en chemin, que tu vas grandir à travers les défis. Le monde veut te voir à genoux, et l'une des façons dont il y parvient, c'est en te convainquant d'attendre. D'attendre que les circonstances soient parfaites, d'attendre d'avoir toutes les réponses, d'attendre de te sentir confiant et prêt. Mais ceux qui réussissent, ceux qui créent des vies extraordinaires, ceux qui accomplissent ce qui semble impossible, ils ne sont pas ceux qui ont attendu le moment parfait. Ce sont ceux qui ont décidé que le moment, c'était maintenant. Peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe la peur, alors fais ce choix. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine. Comme prochaine, pas quand tu auras ceci ou cela. Aujourd'hui, fais ce premier pas, même s'il est petit, même s'il est imparfait. Parce que c'est ce premier pas qui change tout. C'est ce premier pas qui transforme l'intention en action, le rêve en réalité, la possibilité en certitude. Partie 6, la discipline comme liberté. On t'a vendu un mensonge sur ce qu'est la liberté. On t'a fait croire que la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux. Que c'est l'absence de contraintes, l'absence de règles, l'absence de structure. Qu'être libre, c'est vivre au gré de tes envies, suivre tes impulsions, ne rendre de compte à personne. Mais ceux qui vivent ainsi ne sont pas libres, ils sont esclaves. Esclaves de leurs émotions changeantes, esclaves de leurs addictions, esclaves de leurs peurs déguisées en désir. Ils pensent qu'ils choisissent, mais en réalité, ils sont contrôlés par des forces qu'ils ne comprennent même pas. La vraie liberté, la liberté profonde et durable, elle vient de la discipline. Je sais que ça semble paradoxal. Comment la discipline, qui implique des contraintes et des règles, peut-elle mener à la liberté? Mais c'est pourtant la vérité la plus profonde que tu puisses comprendre sur la vie. La discipline, c'est ce qui te libère de la tyrannie de tes impulsions momentanées. C'est ce qui te permet de faire les choix qui servent ta vision à long terme plutôt que ta gratification immédiate. C'est ce qui crée l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace où réside ton pouvoir réel. Pense à n'importe quelle liberté que tu valorises vraiment. La liberté financière, elle vient de la discipline de gérer ton argent, d'épargner, d'investir, de ne pas céder à chaque envie de dépenser. La liberté physique, la santé, elle vient de la discipline de t'entraîner régulièrement, de bien manger, de prendre soin de ton corps, même quand tu n'en as pas envie. La liberté créative, elle vient de la discipline de créer régulièrement, de perfectionner ton art, de travailler même quand l'inspiration n'est pas là. Toute liberté véritable est construite sur une fondation de discipline. C'est la discipline qui te donne les compétences. C'est la discipline qui te donne les ressources. C'est la discipline qui te donne la force de caractère nécessaire pour maintenir ta liberté une fois que tu l'as gagnée. Mais voilà pourquoi peu de gens acceptent cette vérité. La discipline est difficile. Elle demande du sacrifice. Elle demande que tu renonces à des plaisirs immédiats pour des bénéfices futurs. Elle demande que tu sois cohérent même quand tu ne te sens pas motivé. Elle demande que tu tiennes tes promesses envers toi-même, même quand personne ne regarde. Le monde moderne rend la discipline encore plus difficile parce qu'il est conçu pour exploiter ton manque de discipline. Chaque application, chaque publicité, chaque notification est conçue pour capturer ton attention et te faire agir impulsivement, pour te faire dépenser de l'argent que tu n'as pas sur des choses dont tu n'as pas besoin, pour te faire gaspiller du temps sur des distractions qui ne t'apportent rien. Le monde veut te voir à genoux, et l'une des façons les plus efficaces dont il y parvient, c'est en détruisant ta discipline, en te gardant distrait, en te gardant dans un état de gratification constante qui ne te satisfait jamais vraiment, mais qui te garde accroché. En te vendant l'idée que tu mérites de te faire plaisir maintenant, que tu as travaillé dur, que tu dois profiter de la vie. Et oui, il est important de profiter de la vie, mais pas au détriment de ta liberté future, pas d'une manière qui te garde prisonnier de comportements destructeurs, pas d'une manière qui sacrifie qui tu pourrais devenir pour un moment de plaisir éphémère.
Le courage de rester debout quand le monde veut te voir à genoux, c'est le courage de cultiver la discipline même quand c'est impopulaire. Même quand tes amis se moquent de toi parce que tu ne veux pas sortir faire la fête tous les week-ends. Même quand ta famille ne comprend pas pourquoi tu te lèves si tôt pour t'entraîner ou travailler sur tes projets. Même quand tout le monde autour de toi choisit la facilité pendant que toi tu choisis la difficulté qui construit. Parce que voilà ce qui se passe quand tu cultives la discipline. Tu deviens fiable pour toi-même. Tu commences à te faire confiance. Tu commences à croire vraiment que si tu te fixes un objectif, tu vas l'atteindre. Parce que tu as un historique de tenue, de tes engagements envers toi-même. Et cette confiance, elle change tout. Elle change la façon dont tu te vois. Elle change la façon dont tu abordes les défis. Elle change le type d'objectif que tu oses te fixer. Parce que tu sais, au plus profond de toi, que si tu décides de faire quelque chose, ça va se réaliser. Peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé, peut-être pas dans le timing que tu avais prévu, mais ça va se réaliser parce que tu ne vas pas abandonner. La discipline, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une restriction, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est l'expression la plus profonde de l'amour-propre. Parce que discipliner tes actions aujourd'hui, c'est prendre soin de la personne que tu seras demain. C'est investir dans ton futur toi. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la discipline devient plus facile avec le temps. Au début, c'est difficile. Chaque choix discipliné ressemble à une bataille. Mais plus tu pratiques, plus ça devient une seconde nature. Les comportements disciplinés deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent ton identité. Tu passes d'une personne qui essaie d'être disciplinée à une personne qui est disciplinée. Ce n'est plus quelque chose que tu fais occasionnellement, c'est qui tu es. Et à partir de ce moment-là, les choix deviennent beaucoup plus simples. Tu ne te bats plus contre toi-même. Tu es aligné avec toi-même. Regarde les gens que tu admires vraiment, ceux qui ont accompli des choses significatives. Tu vas constater que, sans exception, ils sont disciplinés. Peut-être pas dans tous les domaines de leur vie, mais certainement dans le domaine où ils excellent. Ils ont compris que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Que les résultats extraordinaires ne viennent pas d'efforts extraordinaires occasionnels, mais d'efforts ordinaires répétés de manière extraordinairement cohérente. C'est pour ça que je te dis, si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment créer quelque chose de différent pour toi-même, commence par cultiver la discipline. Pas de manière punitive ou rigide, mais de manière intentionnelle et bienveillante. Choisis quelques domaines clés de ta vie où tu veux exceller. Définis des pratiques simples et cohérentes dans ces domaines. Et ensuite, tiens-toi à ces pratiques, jour après jour, peu importe ce qui se passe. Ne négocie pas avec toi-même. Ne cherche pas d'excuses. Fais simplement ce que tu as dit que tu allais faire. Et observe ce qui se passe. Observe comment progressivement ton estime de toi augmente. Observe comment ta confiance se renforce. Observe comment des opportunités commencent à apparaître parce que les gens autour de toi voient ta cohérence et veulent travailler avec quelqu'un de fiable. Observe comment ta vie commence à changer, non pas à cause d'un événement spectaculaire, mais à cause de l'accumulation de milliers de petits choix disciplinés. La discipline comme liberté, ce n'est pas qu'un concept philosophique. C'est une vérité pratique que tu peux vérifier dans ta propre vie. Choisis un domaine, applique la discipline et regarde ce qui se passe. Tu vas découvrir que plus tu es discipliné, plus tu as de choix. Plus tu as de choix, plus tu es libre. Et cette liberté, personne ne peut te la donner et personne ne peut te la prendre. Elle est le résultat direct de tes actions, de tes choix, de ta cohérence. C'est une liberté que tu gagnes, que tu mérites, que tu construis pierre par pierre, jour après jour. Alors ne crains pas la discipline. Embrasse-la, laisse-la te transformer. Laisse-la t'enseigner ce que tu es vraiment capable d'accomplir quand tu arrêtes de te laisser guider par tes humeurs et que tu commences à te laisser guider par tes valeurs et ta vision. Partie 7. Le pouvoir de recommencer, tu as échoué.
peut-être plusieurs fois, peut-être tellement de fois que tu as perdu le compte. Tu as essayé de changer, tu as essayé de créer quelque chose de nouveau, tu as essayé de devenir quelqu'un de différent, et tu as échoué. Et cet échec, il pèse sur toi comme une condamnation, comme la preuve définitive que tu ne peux pas réussir, que ce n'est pas pour toi, que tu devrais arrêter d'essayer. Mais voilà ce que tu dois comprendre. L'échec n'est une fin que si tu décides qu'il l'est. Tant que tu es vivant, tant que tu peux encore choisir, tu as le pouvoir de recommencer. Pas de répéter exactement ce qui n'a pas fonctionné, mais de réessayer d'une manière différente, avec la sagesse que tes échecs précédents t'ont donnée. Le pouvoir de recommencer, c'est peut-être le pouvoir le plus sous-estimé qui existe. Dans un monde obsédé par les success stories linéaires, par les trajectoires parfaites, on oublie que presque tous ceux qui ont accompli quelque chose de significatif ont recommencé plusieurs fois. Ils ont échoué, ils se sont relevés, ils ont échoué encore, ils se sont relevés encore, jusqu'à ce que finalement, quelque chose fonctionne. Mais on ne te raconte que la version finale de l'histoire. On ne te parle pas des dizaines de tentatives ratées. On ne te montre pas les moments de doute, de désespoir, où ils ont sérieusement envisagé d'abandonner. On te présente uniquement le résultat final, ce qui crée cette illusion que le succès est quelque chose de fluide et naturel pour ceux qui sont destinés à réussir. Cette illusion te vole ton pouvoir, parce que quand tu échoues et que tu compares ton échec à ces success stories épurées, tu es conclu que quelque chose ne va pas chez toi, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu devrais accepter ta place et arrêter de rêver de quelque chose de plus grand. Mais la vérité, c'est que l'échec est une partie intégrante de tout succès véritable. Ce n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape vers le succès. Chaque échec te donne des informations, chaque échec te montre ce qui ne fonctionne pas, chaque échec te rapproche de la solution, si tu es prêt à apprendre au lieu d'abandonner. Le pain et le courage de rester debout quand le monde veut te voir à genoux, c'est aussi le courage de recommencer après avoir échoué. Encore et encore, sans laisser l'échec définir ton identité, sans laisser les opinions des autres sur ton échec déterminer ce que tu vas faire ensuite. Parce que le monde juge l'échec de manière impitoyable, surtout dans une culture où tout le monde montre uniquement ses victoires sur les réseaux sociaux. Quand tu échoues publiquement, quand les gens voient que tu n'as pas atteint ce que tu t'étais fixé, ils jugent, ils parlent, ils utilisent ton échec pour se sentir mieux par rapport à leurs propres peurs et limitations. Et c'est tentant de laisser ces jugements t'arrêter, de décider que tu ne vas plus essayer parce que tu ne peux pas supporter l'humiliation d'échouer à nouveau, de préférer rester dans ta zone de confort médiocre plutôt que de risquer un autre échec public. Mais voilà ce qui se passe quand tu fais ce choix. Tu abandonnes non seulement tes rêves, mais aussi une partie essentielle de toi-même. Cette partie qui refuse d'accepter la médiocrité, cette partie qui sait que tu es capable de plus, cette partie qui veut voir de quoi tu es vraiment capable si tu continues à essayer. Recommencer après un échec, c'est un acte de courage pur, parce que tu ne recommences pas avec l'innocence et l'optimisme du début. Tu recommences avec la connaissance douloureuse que ça pourrait ne pas fonctionner, avec la mémoire vive de la déception précédente, avec la conscience aiguë que les gens te regardent et attendent potentiellement de te voir échouer à nouveau. Mais c'est précisément pourquoi c'est si puissant. Parce que recommencer dans ces conditions, c'est la démonstration ultime de ta détermination. C'est la preuve que tu es sérieux, que tu n'abandonnes pas au premier obstacle, que tu es prêt à payer le prix, quel qu'il soit, pour créer la vie que tu veux. Et tu sais ce qui est magique dans le pouvoir de recommencer. C'est que chaque fois que tu recommences, tu es plus fort. Tu n'es pas la même personne qui a échoué la dernière fois. Tu as appris, tu as grandi, tu as développé de nouvelles compétences, une nouvelle perspective, une nouvelle résilience. Tes échecs précédents ne sont pas des poids morts que tu traînes. Ce sont des investissements dans ton succès futur. Chaque tentative ratée est une leçon coûteuse que tu as payée et dont tu peux maintenant bénéficier, à condition que tu continues à avancer.
Mais il y a une différence importante entre recommencer intelligemment et répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Quand tu recommences, tu dois le faire avec sagesse. Tu dois analyser ce qui n'a pas fonctionné. Tu dois être honnête avec toi-même sur les erreurs que tu as faites, sur les fausses hypothèses que tu avais, sur les compétences qu'il te manquait, et ensuite, tu dois ajuster. Tu ne répètes pas exactement la même approche en espérant que cette fois ce sera différent. Tu prends ce que tu as appris et tu essaies une nouvelle stratégie. Tu itères, tu évolues, tu deviens plus intelligent à chaque tentative. C'est pour ça que ceux qui réussissent, finalement, ne sont pas nécessairement les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont souvent ceux qui sont les plus têtus, ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui sont prêts à recommencer autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. Et voilà quelque chose de crucial. Tu n'as besoin de réussir qu'une seule fois. Tu peux échouer 100 fois, mais si tu réussis une fois de manière significative, c'est tout ce dont tu as besoin. Tous les échecs précédents deviennent soudainement des parties nécessaires de ton histoire. Ils deviennent les obstacles que tu as surmontés, les leçons que tu as apprises, les preuves de ta résilience. Mais tu ne peux pas avoir ce succès si tu abandonnes. Si tu laisses l'échec numéro 5 ou 10 ou 20 être le dernier chapitre. Peut-être que ta percée était au numéro 21. Peut-être que tu étais à un pas de quelque chose d'extraordinaire, mais tu ne le sauras jamais si tu arrêtes. Alors si tu as échoué, si tu es tombé, si ton projet n'a pas fonctionné, si ta tentative de transformation a été avortée, écoute-moi bien, ce n'est pas fini. Tu n'es pas fini. Ton histoire n'est pas terminée. Tu as encore le pouvoir de recommencer. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux. Maintenant, aujourd'hui, dans ce moment présent, tu as le pouvoir de te lever, de dépoussiérer tes genoux, d'apprendre de ce qui s'est passé et de faire un nouveau pas dans la direction de tes objectifs. Le monde veut te voir à genoux, surtout après un échec. Il veut que cet échec te définisse. Il veut que tu abandonnes pour que ça valide toutes les peurs et les limitations que les autres portent en eux. Mais tu as le choix de ne pas donner cette satisfaction au monde. Tu as le choix de te lever, de recommencer, de montrer que tu es fait d'une étoffe différente, que tu n'es pas quelqu'un qui abandonne, que tu es quelqu'un qui persiste, qui persévère, qui continue, peu importe ce qui arrive. Et ce choix, ce pouvoir de recommencer, c'est quelque chose que personne ne peut te